Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. C'est toujours un plaisir de savoir que vous vous portez très bien. Mesdames et messieurs, je vous avais promis que mon séjour ici en Mbuji-Mayi, autrefois nous avons visité le marché, nous avons fêté Noël en bref avec la population kassaïenne, avec les enfants. Alors je vous avais dit qu'on va visiter quelques universités de la place parce qu'en Mbuji-Mayi on a plusieurs universités. Mais je me suis beaucoup plus basée, je me suis beaucoup plus intéressée sur l'université officielle de Mbuji-Mayi. Autrement appelée UOM, Université officielle de Mbuji-Mayi. J'espère que vous avez vu les images et on va beaucoup plus approfondir, on va en savoir plus parce que je suis allée chercher le recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Et je suis avec le recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Lui s'appelle Monsieur l'abbé Apollinaire Tshibaka, qui est déjà bien sûr avec moi. Mais avant que je vous les présente, je veux encore me présenter. Je m'appelle Aminata Kiabou, Aminachou. Vous nous suivez de partout, à Kinshasa, à Mbuji-Mayi, en Europe, en Amérique. Vous nous suivez de partout. Et restez donc branchés. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Aspect Spirituel Télévision, notre page Facebook, ASTV Média, notre Instagram, ASTV Média, notre TikTok, ASTV Média. Et le recteur de l'université de Mbuji-Mayi, officiel de Mbuji-Mayi, est déjà avec moi. Monsieur l'abbé Apollinaire Tshibaka. Monsieur l'abbé, bon après-midi. Merci beaucoup madame, bon après-midi. Merci monsieur l'abbé. Alors monsieur l'abbé, avant qu'on commence, j'aimerais que vous puissiez d'abord vous présenter d'une manière un peu complète, monsieur l'abbé. Écoutez, je m'appelle Apollinaire Tshibaka Tchikongo. Je suis prêtre du diocèse de Mbuji-Mayi. Je suis ordonné prêtre depuis 1994. Donc dans 2 ans, ça va faire 30 ans de sacerdoce. Je suis âgé de 55 ans et aujourd'hui 55 ans et 2 mois aujourd'hui. Je suis enseignant, je suis docteur en théologie et je suis professeur à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Et depuis 1 année et demie, l'État congolais, avec l'autorisation de mon évêque, m'a nommé recteur. En dehors de ça, comme prêtre, je suis secrétaire de l'Assemblée des évêques du Kasaï. Je suis dans ma 9e année et mon mandat prend fin le 25 mars de l'année prochaine. En dehors de ça, peut-être les gens me connaissent aussi par Ditunga, qui est une association que je préside, qui est basée en Andanjika et qui travaille dans le social. Voilà un peu le petit tableau de présentation. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Et même si c'est en retard, monsieur l'abbé, 2 mois passés, c'était votre anniversaire. Oui, exactement, le 28 octobre. Ok, joyeux anniversaire. Bien, merci. Même si c'est en retard quand même. Non, ça va encore, donc je peux le célébrer, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'abbé, puisque nous parlons de l'université officielle de Mbuji-Mayi, comment se porte l'UOM hier par rapport à aujourd'hui? Bon, hier par rapport à aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je pense que je ne suis pas peut-être la personne la mieux indiquée pour faire un bilan, étant moi-même un acteur. Tout ce que je sais, c'est que notre université, dans sa 30e année, le 27 juin 2023, nous allons célébrer les 30 ans de naissance de cette université. Elle est née dans des conditions dramatiques à la suite de la crise du Chaba au début des années 1990 et les populations qui s'étaient déplacées vers le Kasaï. Il y avait parmi elles donc des professeurs d'université, des étudiants et qui se sont retrouvés dans l'obligation de continuer à enseigner, à mener la recherche, à étudier. Et donc notre université est née dans ce contexte-là. Elle est donc dans sa 30e année et on peut comprendre que compte tenu du contexte de naissance, elle n'est pas née comme Unikine. Unikine, Unilou, Unikis, ce sont des universités qui ont été pensées, voulues avant. Mais là, c'est une université qui est née d'un drame et qui est née dans ces circonstances-là. Donc sans les infrastructures, sans tout le personnel nécessaire et qui a forgé son destin
pendant ces 30 dernières années. Et donc, c'est une université sui generis, une université de défis, une université qui, malgré tout, est en train de s'affirmer comme la plus importante, la plus grande dans l'ensemble du Kasaï. Et je pense qu'on pourra aborder l'un ou l'autre aspect pour que je puisse la présenter et la faire connaître. Bien sûr, monsieur l'abbé. Alors, monsieur le recteur, quels sont les piliers de base de votre vision pour l'université officielle de Mbuji-Mayi? Je résume ma vision en une seule phrase. Disons, je dis faire de l'université officielle de Mbuji-Mayi une véritable université. Disons, c'est pas un secret, c'est-à-dire dans l'ensemble de l'enseignement supérieur universitaire au Congo, nous passons par un temps de crise et nous autres qui sommes nés comme université dans les conditions que j'ai indiquées, nous avons beaucoup de défis à relever. Il y a d'abord un premier défi pour être une véritable université, ce sont les infrastructures matérielles, parce que parler d'une université, c'est parler des institutions qui sont incarnées ou d'un esprit qui sont incarnés dans des infrastructures. Mais alors, grâce à la présidence de la République et au ministère de l'ESU, notamment le ministre Mouindo, nous avons là commencé à construire une université moderne depuis le 19 avril. C'est la première fois que le Kasaï et Kasaï, que l'État congolais investit dans les infrastructures pour l'enseignement supérieur et universitaire. Donc là, c'est un axe très important. Une université, c'est des auditoires, c'est des bureaux, c'est des laboratoires, c'est la bibliothèque, c'est des structures de recherche. Et on ne peut pas faire une université dans des taudis, dans des cases. On fait une université dans des infrastructures qui appropriées à la recherche. Là, c'est le premier axe. Le deuxième axe important, c'est la recherche. Une université est un établissement social consacré à la recherche approfondie dans tous les domaines du savoir. Et chez nous, dans notre université, nous organisons 13 filières de spécialisation. Il faut donc que dans ces domaines-là, notre université soit une université à la pointe, avec des chercheurs dans tous les domaines, que ce soit la médecine, que ce soit le droit. Donc une université qui a la parole dans la société, dans le monde scientifique, en rapport avec les domaines qui les concernent. Mais là, il y a un défi que je peux ajouter comme le troisième axe, ce sont les ressources humaines. En fait, comme je l'ai dit, elle est née dans les conditions qu'on a indiquées, mais jusqu'à présent, notre université n'a qu'une trentaine de professeurs propres. Or, nous avons globalement 11 000 étudiants, 13 filières de formation. Et ce personnel-là, si vous faites la répartition, vous verrez que chaque professeur a près de 400 étudiants par professeur. Donc là, la moyenne est assez basse. Ce qui fait que nous dépendons beaucoup de la main-d'œuvre extérieure. Nous importons les professeurs. Cette année, par exemple, on a invité environ 100 professeurs qui sont venus du Congo, des pays africains ou des pays européens pour nous aider. Mais cela suppose un grand coût. Alors cet axe-là, nous avons décidé de le relever en créant une bourse, la bourse Dr Étienne Tshisekedi, qui est une bourse que nous donnons, qui est une contribution partielle à la formation de nos futurs professeurs. Alors ce sont nos chefs de travaux, ce sont nos assistants et nous avons signé un grand partenariat avec l'université de Kisangani qui va former environ 170 membres du personnel scientifique de notre université. De sorte que d'ici 5 ans, nous aurons au moins, si les candidats prennent au sérieux leurs études, d'ici 5 ans, nous aurons une centaine de nouveaux docteurs et donc de nouveaux professeurs pour notre université. Donc là, c'est l'autre axe important, je crois avoir dit le troisième axe. Alors le quatrième axe, c'est l'enseignement, parce que c'est le deuxième pilier de la vie d'une université. Il faut que l'enseignement soit un enseignement de qualité. Dans les conditions où ça a commencé, il y a peu de professeurs
et les enseignements étaient assurés par des assistants et des chefs de travaux, parfois sans spécialisation. À partir de cette année, on a mis fin à cela. Désormais, dans notre université, seuls enseignent des professeurs ou sous leur responsabilité, les assistants et les chefs de travaux avec diplôme d'études approfondies. Alors ça fait que nous dépendons de l'extérieur, c'est pourquoi on a importé plusieurs professeurs de l'extérieur. Mais cet effort porte déjà son fruit parce que tous les membres du personnel scientifique sont inscrits aux études de troisième cycle ou de doctorat. Alors qu'on a eu des assistants pendant 20 ans, pendant 25 ans. Il y en a qui sont chefs de travaux depuis que cette université existe. On a dit non, il faut mettre fin à cela. Donc, il faut un enseignement de qualité. Et pour qu'il y ait un enseignement de qualité, il faut des professeurs de qualité. Et dans chacune des filières. Donc, on fait cet effort-là. Mais il faut aussi des bibliothèques. Parce que avec le système LMD, mais en fait, tout système de formation normal doit insister sur la recherche. L'étudiant, en fait, l'université ne fait que lui offrir un cadre pour acquérir les instruments de connaissances et de recherche personnelle. Et là, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Et maintenant, d'ailleurs, avec le programme de connectivité du ministère de l'ESU, nos étudiants, avec une carte SIM de RTL, pourront avoir accès à la bibliothèque numérique nationale. Alors, il y a maintenant un peu l'autre axe important pour nous, le cinquième axe, concerne, n'est-ce pas, le service de la société. C'est-à-dire, une université est importante lorsqu'elle est utile à la société où elle vit. Alors là, c'est très important de promouvoir ce sens de responsabilité. Voilà un peu pour moi les axes autour desquels il faut se battre pour que l'université officielle de Mbuji-Mayi devienne une véritable université. Donc, infrastructure, la recherche, le personnel, la qualité de l'enseignement et la présence sociale. Waouh! Alors, monsieur l'abbé, moi, c'est les personnels, j'ai mes bases là. Alors, vous pensez vraiment que, allons sur le plan salarial, les personnels de l'université officielle de Mbuji-Mayi, est-ce qu'ils sont bien traités, monsieur l'abbé, avec toute franchise? Bon, écoutez, nous sommes une université officielle et notre université est prise en charge par l'État congolais. Alors, tout le personnel n'est pas encore pris en charge. En tout cas, ceux qui sont pris en charge, notamment les professeurs, reçoivent un traitement qui est quand même humain, qui est acceptable. On sait que ce n'est pas facile pour l'État congolais, mais il y a des efforts qui sont faits pour cela. Il faut que cela suive donc l'État congolais et nous sommes en train de nous battre. Nous espérons qu'à partir du second semestre, le personnel pourra être dans ses droits. Mais pour y arriver, nous avons fait d'abord un grand travail d'assainissement. Quand nous avons pris cette université en juillet 2021, nous avions trouvé 850 employés à l'université. Le contrôle, le travail d'assainissement a fait qu'aujourd'hui, on soit à 450. Donc il y a 400 personnes qui plus ou moins n'étaient pas à leur place et qui sont déjà parties de l'université. Je pense qu'en réduisant la taille, on permet aussi à l'État congolais de pouvoir prendre en charge des personnes qui réellement sont au service de la communauté. Mais en dehors de cela, localement, notre université a fait un effort pour assurer une petite prime locale à tout le personnel et c'est là de 10 mois sur 12, donc excepté les 2 mois supposés de vacances. Et donc là, on fait cet effort-là. Je ne peux pas dire que c'est le paradis, mais il faut dire quand même qu'il y a de la bonne volonté de la part de l'État pour faire quelque chose dans l'ensemble de l'ESU. Et localement, les ressources disponibles sont mises à la disposition de l'institution et de son personnel pour le bon fonctionnement. Alors, vous avez dit que tous les personnels de l'université officielle de Mbuji-Mayi, disons clairement que ce n'est pas tout le monde qui reçoit leur salaire. Il y a quand même de l'espoir pour ceux-là qui n'ont pas encore commencé à recevoir quelque chose? Effectivement, le mois dernier, nous avons diligenté une mission à Kinshasa. D'abord, on a trouvé, il y avait à peu près 154 membres du personnel de l'université
qui étaient, comme on dit, NU, de nouvelles unités, depuis plusieurs années, sans numéro matricule, sans rien. Nous espérons qu'au prochain semestre, tous ces 154 personnes auront leur numéro matricule. Il y en avait qui avaient des numéros matricules, mais qui n'étaient pas, comme on dit, ventilés. Donc nous espérons que ça va être fait. Et qu'à partir du premier semestre de l'année 2023, ceux qui sont impayés et ceux qui sont sous-payés, moi-même par exemple, je suis sous-payé, donc pourront commencer d'après les démarches que nous avons faites auprès de différents ministères responsables. Donc on va y aller petit à petit. Donc c'est un grand chantier. On ne peut pas, ce serait mieux qu'en un jour tout le monde soit dans ses droits. Mais il faut aussi reconnaître que l'État congolais a des défis sur plusieurs fronts et que s'il faut être réaliste, il ne peut résoudre des problèmes que de manière partielle et progressive. Alors, monsieur l'abbé, monsieur le recteur, en passant par l'université officielle de Mbuji-Mayi, j'avais remarqué que cette université était en pleine construction. Comment alors évoluent les travaux de construction et de modernisation de l'UOM? Bon, il faut dire que, comme je l'ai dit, depuis le 19 avril, il y a des travaux de modernisation. C'est des travaux qui vont répondre à nos besoins, mais de manière partielle. Nous espérons qu'il y aura une autre phase. Pour le moment, on va nous faire 16 auditoires, mais comme je l'ai dit, pour que nous puissions bien fonctionner, nous on a besoin de 65 auditoires. Avec 65 auditoires, dont certains de grande taille, on pourra répondre aux besoins de l'université. Mais nous saluons le fait que pour la première fois, depuis que le Congo est Congo et que le Kasaï est Kasaï, c'est pour la première fois que l'État congolais, disons au moins l'État indépendant, investit dans les CU avec des moyens consistants. Donc là, nous saluons cela et nous souhaitons que ça puisse continuer. Alors les travaux sont là. Par rapport, nous les bénéficiaires, nous sommes impatients parce que nous voulons qu'il se termine vite. Parce que le fait que chaque mois, nos étudiants sont dispersés sur l'ensemble de la ville, cela suppose un coût pour nos finances. Et c'est un coût qui se compte en milliers de dollars chaque mois que nous devons dépenser. De l'argent qui pouvait nous aider soit à prendre en charge, à acheter des laboratoires, un laboratoire de, je ne sais pas moi, de géologie, un laboratoire de communication. Mais là, nous sommes en train de louer des espaces pour l'enseignement. Et donc là, nous espérons vraiment que les entreprises qui ont gagné le marché mettent le paquet afin que le plus tôt possible, si déjà l'année prochaine, au courant de l'année académique prochaine, nous pouvons déjà au moins occuper les auditoires financés, avec l'espoir que dans un avenir proche, on puisse nous faire d'autres auditoires. C'est vrai qu'à côté, on va construire des homes pour 600 étudiants. Si tout dépendait de moi, les homes feraient plutôt partie d'une seconde phase. Dans cette première phase, ce sont les auditoires. C'est ça le grand besoin. Au lieu des homes, si tout dépendait de moi, on ferait plutôt des auditoires et on répondrait à la première nécessité pour nous. Et j'ai vu le président des étudiants faire un tour, visiter et voir comment les travaux évoluaient. Et monsieur l'abbé, y a-t-il quelque chose qui bloque quelque part? Y a-t-il un ça ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'on dirait qu'il s'est plaigné. Le fait qu'il fasse un tour là-bas, il est allé. Les étudiants sont tellement impatients de reprendre le cours dans leur université. Effectivement, lorsque les travaux avaient été lancés, le chronogramme annoncé était de 9 mois, on nous donnait les 16 auditoires. Et là, nous sommes déjà au 8e mois, bientôt le 9e mois. Le rythme est tel que nous pensons que, disons, à moins d'un acte de magie impossible. Donc le 9 mois, cela ne va pas être fait. Alors, c'est vrai que les étudiants sont impatients. Nous tous, nous sommes impatients. Le grand souhait, c'est que le paquet soit mis pour que, de toute façon, les ouvrages qui sont là ne dépendent pas du rectorat. Donc, nous ne sommes que des bénéficiaires. Le paquet qui bloque?
Disons, je n'en sais rien parce que je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes des bénéficiaires. Donc, la gestion s'est faite à un autre niveau. Et le souhait pour nous, c'est que les travaux soient faits et que le plus tôt possible, nous puissions jouir de ces bâtiments-là. Donc, en tout cas, les auditoires nous étaient annoncés au bout de 9 mois. Et voilà, on est, disons, le 19 janvier, ça fera 9 mois. Et je pense qu'ils sont encore au niveau des fondations. Donc, on n'a qu'à espérer. Oui, mais le souhait, je pense que si on multipliait le personnel, parce que quand vous allez sur les chantiers, un chantier de cette envergure, de cette taille-là, c'est un chantier qui devait engager des centaines de personnes. Et puis, il devait travailler avec un peu plus de machines motorisées. Mais là, beaucoup de fois, le travail est un peu artisanal, où les choses sont transportées dans des brouettes ou je ne sais pas quoi. Nous espérons vraiment que ceux qui sont là, nous croyons bien en leur bonne foi. Nous espérons qu'ils feront le nécessaire pour que nous puissions jouir de nos bâtiments. Donc c'est comme quelqu'un, il construit une nouvelle maison, on construit pour lui une nouvelle maison, il est impatient, il veut aller dans sa nouvelle maison. Et quand on lui a dit que ça sera en autant de temps, son impatience est même justifiée. Et pour un gestionnaire, un mois de plus, c'est des dépenses de plus. Parce que les locaux que nous louons en dehors de l'université, c'est à nos frais. Ce n'est pas dans les budgets de ce projet-là. Et pour une université qui n'a pas de moyens, dépenser des milliers de dollars chaque mois pour louer des espaces d'enseignement, c'est un véritable appauvrissement. Oui. Et le fait que les étudiants sont dispersés, cela n'emboîte pas leur formation, ça ne va pas affecter à la formation des étudiants? Bon, en fait, le concept nouveau de l'université, c'est que les facultés évoluent dans un même lieu où ceux qui font la médecine fréquentent ceux qui font les lettres, ou ceux qui font les sciences économiques fréquentent ceux qui font la sociologie. Donc c'est très important du point de vue de la formation des mentalités, parce que quelqu'un peut faire la médecine et croire que le monde c'est seulement ça. Mais lorsque on rencontre les gens d'autres filières, on prend conscience de ses propres limites. Donc là, c'est un handicap. Et puis, notre université a la chance d'être située au centre de la ville de Mbuji-Mayi. Alors, nous louons des auditoires un peu éloignés. Alors, il y en a qui doivent pratiquement aller à la périphérie de la cité pour étudier. Ça suppose des dépenses en termes de transport chaque jour. Et pour des étudiants qui viennent parfois des familles humbles, c'est des dépenses tout à fait assez difficiles à supporter. Et puis du point de vue du suivi, comme responsable, donc vous gérez environ 11 000 jeunes. Lorsqu'ils sont sur un site, le suivi est facilité. Tandis que lorsqu'ils sont dispersés et qu'on vous annonce que dans tel auditoire qui y a 5 km, il y a tel incident et que vous devez aller intervenir, et en temps on vous dit dans tel autre, à telle part, il y a tel problème. Donc, vous voyez, il y a des problèmes de gestion qui se posent. Ça peut être le déplacement des enseignants qu'il faut assurer. Donc, ça fait des dépenses supplémentaires. Alors que quand ils étaient au centre de la ville, le logement est à 200-300 mètres de l'université. Le déplacement n'est pas véhiculé. Mais maintenant, quand vous devez le conduire à 5 km, vous n'avez qu'un seul véhicule qui doit amener plusieurs professeurs dans plusieurs auditoires dispersés. Donc c'est pour nous des dépenses. Donc dépenses de loyer, dépenses de déplacement, dépenses d'énergie en termes d'accompagnement et d'encadrement. Mais quoi qu'il en soit, ce sacrifice est bon parce que si ceux qui ont gagné le marché font leur travail, nous pousserons un ouf de soulagement parce que nous allons évoluer dans l'une des universités les mieux construites du pays. Bien sûr. Alors, pour ceux qui viennent de nous joindre, je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur Aspect Spirituel Télévision,
Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, c'est ASTV Media. Et je suis avec le recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Monsieur le recteur, nous tendons vers la fin. Alors, j'ai une question. Vous, en tant que professeur, parce que vous êtes professeur aussi, en tant que professeur, qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser ou renforcer la productivité scientifique de nos universités et comment faire pour que l'université soit une solution aux problèmes de la communauté? Je pense que dans un premier temps, il faut parvenir à créer une culture de la recherche en aidant les professeurs à comprendre que leur première mission, ce n'est pas de dispenser des cours ou des exposés magistraux, que la première condition, c'est qu'ils puissent s'adonner à la recherche. Mais alors, du point de vue institutionnel, il faut imposer un climat d'émulation où les pousser à la production. Par exemple, cette année, nous avons demandé que chaque professeur publie au moins 2 articles ou un livre. Même en blaguant, je disais, celui qui est incapable, il n'a qu'à présenter sa démission. Donc là, c'est très important. Donc il faut créer cela, mais il faut offrir à ces professeurs-là des structures de recherche. Vous voyez, par exemple, vous pouvez être dans une grande université où votre bibliothèque peut ne pas avoir 5000 livres. Donc c'est déjà un problème sérieux. Même si aujourd'hui l'Internet nous facilite aussi le travail de recherche. Il faut alors qu'institutionnellement on crée cela, c'est-à-dire un climat d'émulation, peut-être avec des prix en faveur de ceux qui produisent, mais aussi la promotion de ceux qui produisent. Parce que, alors, lorsque dans une université, c'est seulement de tel qu'on parle, tel qu'on vante parce qu'il est productif, c'est déjà quelque chose de bon. Il faut aussi créer à l'intérieur de l'université des structures de production, des structures de recherche. Par exemple, cette année, nous avons institué des journées scientifiques faculté par faculté. Donc chaque faculté est obligée de le faire. Alors dans ce cas-là, les professeurs sont productifs. Et alors si ça s'est fait chaque année, il y a moyen de les obliger à être actifs et à pouvoir produire des textes. Nous avons aussi institué, à partir de cette année, un colloque interdisciplinaire qui réunit toute l'université. Et ça va être 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, il n'y a pas d'enseignement à l'université. On fera en sorte que les communications, les conférences soient transmises en ligne pour ceux qui ne peuvent pas accéder à la petite salle. Alors il y a aussi, il faut créer des organes d'expression, des publications. Alors l'université doit avoir une revue. Alors cette année, nous venons de créer une revue, elle s'appelle Le Bilangi. Et le premier numéro sortira probablement avant la fin du mois de janvier. Donc là, et puis nous pensons à court terme créer peut-être des éditions universitaires propres pour pousser à cela. Alors maintenant, il manque à côté de ça, il faut des laboratoires, il faut des espaces d'apprentissage où la théorie et la pratique sont possibles. Je pense que si on a des professeurs dynamiques et productifs, cela imprime une marque à l'université. Maintenant, il faut aussi pousser les étudiants à faire cela. Oui, alors les étudiants imitent. S'ils ont des bons maîtres, des maîtres productifs, ils vont le faire. Mais alors nous, pour pousser un peu les étudiants à l'excellence, on a institué, si je ne me trompe pas, déjà 12 prix pour récompenser les différents meilleurs étudiants. Donc déjà l'année passée, ça a été fait. Cette année, on va le faire. Et j'espère que ça va être une coutume. Et puis enfin, par exemple, cette année, disons l'année qui commence, autour du mois de mai, on organisera une exposition des œuvres de l'esprit où chaque professeur viendra exposer ce qu'il a déjà produit scientifiquement dans le domaine de sa recherche. Comme ça, on verra qui fait quoi dans cette université et comment. Parce que sinon, il y a des gens qui réduisent leur travail de professeur, peut-être aux dissertations qu'ils ont écrites pour être licenciés, pour un DEA ou pour un doctorat, et puis c'est tout, ou bien aux textes écrits en vue de la promotion pour être
professeur ou pour être professeur ordinaire. On voudrait quand même voir un peu qu'est-ce que les gens font effectivement et exposer cela. Mais là, du point de vue social, comme vous m'avez demandé, université, c'est-à-dire les thèmes de nos journées scientifiques, les thèmes de notre colloque interdisciplinaire sont des thèmes, par exemple cette année, où on a mis l'accent sur les questions de société. Par exemple, la faculté des sciences économiques et la faculté des sciences sociales vont traiter de la question de l'émigration. Pourquoi est-ce que les Kassaïens partent d'ici vers ailleurs? Donc là, il faut étudier cela du point de vue scientifique. Donc voilà un peu des thèmes. Par exemple, ceux de droit, ils ont abordé le problème des conflits coutumiers, des conflits fonciers. On sait que le Kasaï est l'une des zones assez minées par ces conflits-là. Donc il faut mettre la science au service de la communauté. Alors, on peut le faire comme institution, mais il faut que chaque professeur le fasse comme individu. Et voilà un peu de mots, ce que je peux vous dire. Alors, Monsieur l'abbé, la dynamique de changement que vous avez impulsée et vos méthodes de gestion assez rigoureuses semblent ne pas plaire à plusieurs personnes. Ça, c'est sûr, Monsieur l'abbé. Ça ne plaît pas à plusieurs personnes et nous avons entendu cela. Qu'en pensez-vous? Quand même, vous êtes au courant que ça ne plaît pas à plusieurs personnes, Monsieur l'abbé. Non, pas plus, disons, ça ne plaît pas à ceux qui font du bruit. Je pense que ça plaît à beaucoup de gens parce que plutôt les messages que je reçois sont des messages d'encouragement de plusieurs personnes. Mais alors, souvent, ceux qui vous encouragent, ils ne font pas du bruit. Mais les détracteurs, donc c'est tout à fait normal. D'ailleurs, il faut qu'on ait toujours des détracteurs parce qu'ils nous permettent de nous examiner, de rectifier les tirs. Alors, je sais que ce n'est pas facile. Parce que vous rencontrez des habitudes, je vous ai dit par exemple du point de vue du personnel, l'assainissement nous a permis de libérer l'université de 400 personnes. C'est tout à fait normal que ces 400 personnes et leurs familles, si elles vous parlent du recteur et de son comité de gestion, vous parlera en termes négatifs. C'est vrai que nous sommes en train de lutter contre la corruption, notamment des cotes, avec le système des examens anonymes. Et même chez nous, la délibération est anonyme. Donc c'est après la délibération que tout le monde découvre qui est qui. Sinon, tout s'est fait par ça. Donc il est possible que les gens soient mécontents parce qu'ils ont perdu leurs intérêts. Mais quoi qu'il en soit, on ne s'en fait pas. Je pense que le travail que nous faisons sera jugé à long terme. C'est ça que je pense. Dans 10 ans, les personnes qui ont cru qu'on leur a fait du mal nous diront qu'on leur a fait du bien. D'ailleurs, dernièrement, j'ai parti à Kinshasa, j'étais assis dans l'avion, il y a un monsieur qui est venu s'asseoir à côté de moi, il m'a salué et il m'a dit « Je suis votre ex-assistant ». Donc j'ai compris que c'est quelqu'un à qui l'université a retiré le mandat. Parce que j'ai retiré le mandat d'assistant à 94 personnes. Ça va? Donc j'ai compris cela. Et il a ajouté le jeune, il m'a dit « Quand vous l'avez fait, j'étais fâché contre vous. Mais maintenant, je dois vous dire merci. Merci de l'avoir fait. Vous m'avez poussé à aller plus loin. L'année prochaine, je défends mon DEA et je reviens demander, récupérer mon poste. » Je dis merci beaucoup, merci de l'avoir reconnu. Donc, écoutez, les réseaux sociaux, la rue fait du bruit, mais nous sommes au bureau et le travail que nous faisons, nous pensons, nous le faisons de bonne foi. Et nous sommes convaincus que dans 5 ans, dans 10 ans, les gens nous diront merci de l'avoir fait. Et là, nous sommes en train de chuter, mais je ne peux pas finir cette émission sans vous poser une dernière question, Monsieur l'abbé. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vos ambitions? Qu'est-ce que vous comptez faire pour l'université Office? D'abord, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous avez déjà 1 année et quelques mois. Ce que vous avez fait et ce que vous comptez faire pour cette université. Ce qu'on a fait, c'est, je pense, toute cette émission, nous avons dit ce que nous avons fait. Mais si vous voulez que j'ai en bref, d'abord, l'assainissement du personnel. C'est-à-dire qui est qui à l'université de Mbuji-Mayi? Est-il oui ou non à sa place? Ce travail-là nous a permis de réduire le personnel de 850 à 450. Et nous continuons à être attentifs. Quand quelqu'un n'est pas à sa place, nous lui demandons de partir de l'université. Donc là, c'est un. 2, maîtriser, disons,
promouvoir le civisme universitaire chez nos étudiants. Cette année, par rapport à l'année passée, aux années antérieures, a été une année où nos étudiants ont démontré que ce sont des messieurs. Donc, d'ailleurs, il y a quelqu'un, deux professeurs qui sont venus de Kinshasa et 2 autres personnes qui sont venues qui m'ont dit « Ah, maintenant je suis allé là-bas librement, sans peur. » Donc, il faut que l'université n'est pas un milieu agressif. C'est le milieu où l'humanité est la plus maniérée, la plus civilisée. Donc ça ne doit pas être un espace de violence ou de je ne sais pas. Donc là, on a quand même essayé de le faire. Et quand il a fallu sanctionner des étudiants qui ne sont pas à leur place, on l'a sanctionné, on l'a fait. Il y en a même qui nous ont traînés en justice. Donc j'étais parfois quelqu'un qui a échoué et qui veut réussir, mais au tribunal. Donc on a vécu des choses comme ça. Donc on est allé, l'année 2020-2021, j'ai été traduit en justice par des étudiants qui avaient des problèmes avec les études. C'est pas, cette année, je pense que ça ne se fera pas. Donc là c'est déjà très important. Maintenant, du point de vue de la promotion du personnel, tous les assistants, tous les chefs de travaux de l'université officielle de Mbuji-Mayi sont aux études. Tous obligatoirement. Sinon, on vous retire le mandat ou on vous met à la disposition de... Il y a donc des gens... Non, pas encore, je ne sais pas encore fait. Mais donc, il y a des gens qui étaient assistants au chef de travaux depuis 20 ans, calmement. Pourquoi? Parce qu'ils se croyaient arrivés, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas arrivés, ils sont allés aux études. Il y a du point de vue de la gestion, globalement, je pense qu'on est en train d'instaurer une tradition de gestion. Donc la gestion du personnel, la gestion du patrimoine. Il faut se battre encore, il y a encore beaucoup de choses. Je reviendrai là-dessus dans mon discours d'ouverture de l'année académique le 19 janvier. Donc il y a encore beaucoup de défis à relever. Je ne dis pas qu'on a réussi en tout. Alors du point de vue des infrastructures, c'est vrai, il y a ce que l'État fait, mais nous avons par exemple modernisé, électrifié la maison d'accueil que nous appelons village Alexis Mpoyi, donc le guest house de notre université. Et si tout va bien, nous allons bientôt commencer la construction de nouveaux appartements pour le logement de notre professeur. Parce que les professeurs visiteurs qui nous viennent, il faut les loger et les factures mensuelles de logement sont très salées. Donc vous êtes parfois autour de 20 millions de francs chaque mois pour le logement des professeurs. Alors nous pensons investir cet argent-là dans nos infrastructures propres. Comme ça peut évoluer. On a déjà commencé quand même l'équipement, l'informatisation du service, la création d'un laboratoire d'informatique. Avec 110 ordinateurs, même si les étudiants ont volé 2 ordinateurs dernièrement. Oui, mais toute la promotion là ne sera pas délibérée s'ils ne payent pas les 2 ordinateurs volés. Donc on connaît la promotion, c'est plus facile pour nous. Donc, ou vous nous payez nos ordinateurs ou on ne vous délibère pas. Donc là, on les attend aux examens. Donc ça sera fait comme ça. Donc le champ est immense. Disons, je ne peux pas tout résumer ici, mais je considère que ce qu'on a fait, c'est peu par rapport à ce que l'on doit faire. Donc, personnellement, je considère que je suis un recteur de transition. Je suis là juste pour imprimer à cette université une nouvelle manière d'être université. Et puis les autres poursuivront le travail. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Et ça a été un plaisir pour moi, en tout cas. Je suis vraiment sûre que vous aussi, vous avez aimé mon séjour à Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental. Alors, l'ouverture de l'année académique, c'est le 19 janvier? 19 janvier, oui. Alors, hâtez-vous. Quinoa, Louchoa, en tout cas, Goma, même ceux qui sont en Afrique, parce que moi, j'ai vu des gens qui étaient... Oui. Quand même c'est-à-dire, l'un des grands changements, c'est qu'avant, il paraît que ceux qui échouaient ailleurs venaient chez nous. Maintenant, c'est l'inverse. Ceux qui échouent chez nous vont ailleurs. D'ailleurs, dernièrement, quand on va dans des collations de grades, nous sommes surpris de voir des étudiants qui ont échoué chez nous, qui devaient reprendre l'année chez nous. Ils sont collés ailleurs dans une promotion supérieure. Donc c'est déjà un bon signe pour nous. Les gens fuient déjà, les étudiants faibles
ne sont pas chez nous. Ils fuient, ils vont ailleurs. Donc là, c'est quand même des choses positives. Alors, chers parents, vous allez comprendre que envoyez vos enfants à l'université officielle de Mbuji-Mayi parce qu'ils seront très bien formés. Le 19 janvier, je suis sûre que nous serons encore ici pour l'ouverture de l'année académique et nous allons bien sûr suivre ce que le mot que le recteur va nous dire. Aminata Kiabou était à la présentation de cette émission. Alors, je vous dis merci, mais on continue parce que nous n'allons pas nous arrêter là. La fin d'année, donc je profite de votre chaîne de télévision, de votre audience, pour présenter mes vœux les meilleurs. D'abord à notre université, l'université officielle de Mbuji-Mayi. Que Dieu la bénisse afin qu'elle soit toujours la meilleure, la plus grande et la plus importante université du Kasaï et qu'elle marque les pas à suivre par tout le monde comme elle est déjà en train de le faire. Alors je présente aussi mes vœux les meilleurs à tous vos auditeurs, tous vos téléspectateurs, que Dieu les bénisse. Donc comme prêtre, je prie pour vous que l'année qui vient soit une année de santé, une année d'amour, une année de sagesse et une année de droiture dans notre vie. Et les étudiants, ils n'ont pas droit aux vœux, monsieur? Mais j'ai parlé de mon université, donc c'est ça. Non, moi je veux un vœu spécial pour tout. Alors les cancellars et les cancellardes, comme vous le savez, votre recteur vous aime beaucoup et qu'il souhaite le meilleur pour vous. Moi, je suis fils d'enseignants, mes parents sont des enseignants. Et moi-même, je suis enseignant donc par vocation familiale et par vocation sacerdotale. Pour un enseignant, j'ai commencé à enseigner en 1991. Disons mes premiers élèves de français dans un collège, dans un village. Ça fait toujours de la joie lorsqu'on rencontre quelqu'un et on dit « Je suis passé par sa vie, je lui ai appris peut-être à écrire A ou à écrire B ». Et ces gens-là, pour un prêtre comme moi, je dirais ce sont mes fils à moi. C'est tout ce que j'ai comme fils, comme grande famille, comme ma famille. Donc j'ai consacré ma vie à ça. Et mon grand vœu, c'est qu'ils soient les meilleurs, qu'ils apprennent à réussir honnêtement dans la vie. D'ailleurs, je répète toujours, j'ai dit à mes étudiants, mieux vaut un échec honnête qu'une réussite malhonnête. Parce que l'échec honnête, on le mérite. La réussite malhonnête, on ne la mérite pas. Donc il faut se battre pour construire sa vie sur des valeurs. Alors que l'année qui vient soit une année où on se dit, écoutez, moi je vais me battre pour réussir honnêtement et pour échouer honnêtement. Un homme malhonnête est un danger pour son pays, pour la communauté, surtout pour les étudiants. Quelqu'un qui avance dans la malhonnêteté ne va rien apporter de constructif. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours une étape après les études. Et lorsqu'on n'a pas fait des études solides, lorsqu'on n'a pas pris ces études au sérieux, lorsqu'on est passé d'une promotion à une autre par des voies malhonnêtes, devant le travail, on sera une personne inutile. Donc tout simplement. D'ailleurs, il ne faut pas se battre contre de mauvaises universités ou de mauvaises... Ils mourront d'eux-mêmes. S'ils ne meurent pas aujourd'hui, ils mourront dans la mauvaise qualité des étudiants qu'ils auront produits. Alors nous, l'université officielle de Mbuji-Mayi, nous sommes la meilleure, nous sommes la plus grande. Nous nous battons pour que chaque personne qui sort de chez nous... D'ailleurs, vous-même, vous êtes de mon université, donc je suis fier de vous et nous espérons que les générations qui vont venir, ça va être encore mieux. Si on a pu, avec peu de professeurs, faire ce que l'on a fait, d'ailleurs aujourd'hui, plutôt hier, j'ai reçu l'une de mes étudiantes qui a gagné le premier prix de reportage dans l'ensemble du Congo. Donc, béni soit Dieu. Donc voilà, c'est ça ce que nous voulons. Parce que pour gagner le meilleur prix, vous n'allez pas tricher. Ce sont des concours. Pour vous imposer tel que vous, dans 2 chaînes de télévision d'audience nationale, il faut être meilleur. Sinon, donc dans la vie, il faut apprendre à réussir honnêtement. Sinon, lorsqu'on sera devant des responsabilités, on sera plutôt la risée du monde. Oh là là, en tout cas, chers étudiants, vous avez intérêt à réussir parce que vous avez la bénédiction de votre recteur. À votre place, je dirais merci
pareillement, monsieur le recteur. Merci. Alors, on reste branché. Prochainement, ça sera, on va voir comment, je suis au Kassai. On doit connaître comment on prépare le nzolo à Tulo Boeni, comme le Kassaïen l'appelle. Et aussi, nous allons goûter à la viande du chien ensemble. On va voir comment ça se prépare, comment ça se fait et tout. Alors, on reste branché pour la suite. Au revoir. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.